Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année ReSpace. On va aujourd'hui parler de qualité de vie au travail des collaborateurs en 2021. Je m'appelle Céline René, je suis coordinatrice de ReSpace. ReSpace étant une initiative qui est portée par Faber Novel, Maison et Objets et Morning. C'est une communauté de réflexion autour des évolutions des espaces de travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler de qualité de vie au travail. C'est pas quelque chose de nouveau. Les entreprises l'ont saisi depuis déjà quelques années en voyant que c'est un vrai sujet de rétention des talents, au-delà de culture d'entreprise, au-delà d'être une obligation légale. Mais toutes ces réflexions autour de la qualité de vie au travail ont été très liées à un lieu, à un bureau. On a réfléchi aux aménagements des bureaux, au mobilier qu'on y met, aux espaces qu'on ouvre, aux espaces de sport qu'on met. Mais la question est qu'aujourd'hui, en tout cas en 2021, on va aller dans une situation qui, j'en suis convaincue, sera beaucoup plus hybride. Et c'est ce que nous montrent aussi les différentes études, où il y aura du distanciel et du présentiel. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie pour la qualité de vie et comment est-ce que les entreprises peuvent réfléchir à la qualité de vie de leurs collaborateurs dans une situation qui est différente de celle qu'on pouvait connaître avant. Pour cela, j'accueille trois interlocuteurs. Donc, merci à tous les trois d'être présents. Donc, Odile Duchesne. Odile Duchesne, tu es, alors je reprends à chaque fois, directrice déléguée de l'ameublement français et directrice générale d'Actineo. Et à ce titre-là, tu étudies les conditions de travail, les évolutions des conditions de travail des collaborateurs. Et Actineo a d'ailleurs un observatoire des conditions de travail, donc ce qui te permet de voir l'intérieur et d'avoir les retours de ce qui se passe dans les entreprises. Actineo, c'est l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Et effectivement, Actineo décrypte, analyse et communique, et surtout s'appuie sur un baromètre qui est réalisé tous les 2 ans auprès des salariés. Très bien, merci de ces précisions. Vincent Grégoire, tu es directeur Consumer Insight de Nelly Rodi, qui est un cabinet de tendance bien connu de tous. Et tu te nommes toi-même comme chasseur de tendances. Donc, c'est en ce sens-là qu'on t'accueille ici pour nous expliquer aussi les tendances que tu vois émerger avec ces évolutions qu'on peut voir aujourd'hui dans l'environnement et les évolutions des espaces de travail. Alors, je rajoute un petit truc. Vas-y, on est dans les... Nelly Rodi, le référent RSE sur tous les sujets Aussi. qui ont trait à la RSE. Et ce qui est amusant, c'est quand tu m'as contacté, je terminais juste une enquête sur le bien-être au travail auprès de la totalité des employés, des apprentis, des stagiaires chez Nelly Rodi. Donc, il y avait toute une somme d'informations qui étaient… concordance de planning et de timing. Donc, merci, merci d'être présent. Et enfin, Charles de Frémanville, tu es cofondateur et dirigeant de Bloom at Work, qui est un outil digital pour prendre le pouls au quotidien des collaborateurs. Et en ce sens, vous publiez très régulièrement avec Bloom at Work des études sur la qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs. Et c'est en ça, et vous avez d'ailleurs publié plusieurs choses dernièrement sur ces évolutions avec le télétravail et ce que ça signifie pour les collaborateurs. Donc, merci d'être parmi nous. De rien. C'est vrai que l'actualité était chargée en termes de qualité de vie au travail, donc on avait des choses à dire. Voilà, donc c'est le moment de nous les partager. Tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit pas en arrière. On parle beaucoup, donc on parle de QVT, de qualité de vie au travail. Et Odile, ce que je te propose, c'est peut-être revenir ce que c'est que sur la QVT, la qualité de vie, et comment est-ce que cette notion, ce sujet a évolué au cours des dernières années. Oui, alors je dirais déjà que la qualité de vie au travail est déjà peut-être dépassée, puisqu'on parle plutôt maintenant de bien-être, voire même de bonheur. Avant, on parlait de conditions de travail, puis on a parlé d'ergonomie dans les années 70, après la qualité de vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le dernier accord qui vient d'être signé sur le télétravail met beaucoup en avant l'importance effectivement de l'humain dans ce dispositif et notamment dans la mise en place du télétravail. Merci beaucoup, Odile. Et Charles, est-ce que tu as des éléments à ajouter justement sur cette notion de qualité de vie? Est-ce que
ce que ça comprend, ou de bien-être, du coup, si Ouais. on va là-dessus, qu'est-ce que ça comprend? Quels sont les sujets autour de ça, sans rentrer encore dans la partie télétravail qu'on abordera ensuite? Yes. Bah, déjà, moi, il y a un message que je souhaiterais partager à toutes les personnes qui peuvent nous écouter ce matin. C'est que la qualité de vie au travail, c'est pas juste, comment dire, quelque chose qu'on fait par philanthropie, c'est aussi quelque chose que l'entreprise peut faire par intérêt propre et bien compris. Concrètement, c'est du win-win pour le collaborateur et pour l'entreprise. Et d'ailleurs, justement, pour en revenir à l'histoire de la qualité de vie au travail, moi, j'aime bien la faire remonter encore plus en amont. Un monsieur qui s'appelle Taylor, qui a quand même révolutionné les méthodes de production il y a plus de 100 ans, donc j'ai un petit peu plus loin qu'Odile en termes de timing, mais qui en fait a remarqué quelque chose quand il a écrivé l'organisation scientifique du travail. Il se rend compte que des ouvriers qui font des pauses un peu plus longues et surtout plus fréquentes vont être plus productifs que ceux qui travaillent d'arrache-pied pendant une journée. Et en fait, c'est la première fois, enfin, c'est une des premières fois où on se dit, mais en fait, le bien-être du collaborateur peut aller de pair avec une meilleure productivité pour l'entreprise. Et donc, les intérêts sont convergents. Et il me semble qu'il faut arriver à penser cette notion de qualité de travail de manière convergente. Et donc, les enjeux stratégiques pour une entreprise, bah, c'est aussi d'arriver à fidéliser les talents, à leur donner envie, de l'énergie, parce que quand on est bien dans ses baskets, bah, on est plus productif, on est meilleur. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on définit cette notion-là? Nous, on a une définition chez Blue Network qui fait un peu le parallèle avec la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que la pyramide de Maslow. Peut-être tu peux revenir très rapidement pour être Voilà, sûr que tout le monde l'ait bien en tête. nos intervenants aguerris connaissent, mais je fais un rappel pour tous ceux qui peuvent être en ligne. Oui, c'est en fait l'idée de dire que les besoins d'un être humain dans déjà, sa subsistance puis son accomplissement procède un peu comme une pyramide dans laquelle il y a des étages successifs de besoins qui doivent être comblés progressivement. Et donc, il y a d'abord des besoins physiologiques, la sécurité, la nourriture. Puis après, on arrive à les besoins d'affection, de socialisation, et puis à la fin d'accomplissement. Et en fait, c'est la même chose pour le travail. En fait, la qualité du travail, ça commence par des choses très simples, très basiques. Nous, on a d'abord la partie qu'on appelle les besoins physiologiques de base, et donc c'est les besoins primaires. C'est le cadre de travail et puis la charge de travail. Donc, en fait, si vous travaillez dans une cave 23 heures sur 24, vous n'allez pas être bien au travail. Ça, c'est à peu près normal. Après, il y a l'autre partie qui sont les besoins sociologiques, c'est vos rapports avec vos collègues. Est-ce que ça se passe bien avec mon manager? Est-ce que j'ai du feedback? Après, une notion de développement, de reconnaissance, de valorisation. Et puis en haut de la pyramide, et c'est un point qu'il ne faut pas oublier quand on parle de qualité de vie au travail, euh, c'est aussi le sens, la créativité, la fierté d'appartenance qui sont essentiels. Et que je travaille chez moi ou ailleurs, et ben, c'est des points qui sont très importants. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions, Charles. Et justement, donc, avant le 17 mars, jour où on est passé en full télétravail, on a été tous mis en télétravail, il y avait beaucoup de demandes sur le télétravail comme un des éléments qui viendrait peut-être dans cette pyramide de Maslow, ou en tout cas qui viendrait dans un équilibre vie pro, vie perso, en diminuant le temps de travail, le temps plutôt de permutation, de transport. Or, dans ce contexte qui était très particulier, certes, avec 100% de télétravail, néanmoins, cet extrême nous souligne des points qui peuvent paraître intéressants, pour réfléchir à une prochaine étape qui sera un équilibre entre distance et présentiel. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut en tout cas retenir de cette expérience-là pour les expériences futures d'hybride? Donc Vincent, tu parlais tout à l'heure de l'étude que vous avez menée au sein de Nelly Rodi et puis de ce que tu peux voir à l'extérieur. Tout à l'heure, et Charles parlait de créativité. Bref, comment est-ce que tout ça a été vécu dans ce cadre de full télétravail et qu'est-ce qu'on peut en retenir comme point d'attention pour la suite? Ce virus, il a été comme un espèce d'accélérateur de particules. Il y avait des trucs qui flottaient, cette histoire de télétravail ou de partage entre le privé, le professionnel, entre voilà, cette délocalisation, ce nomadisme. Voilà, c'était déjà quelque chose qui planait, qu'on avait dans le collimateur. Donc tout d'un coup, ça s'est retrouvé amplifié à marche forcée. Et nous, le sujet le plus important, enfin en tout cas un des sujets le plus sensible, c'est cette cassure entre des liens générationnels. Ce qui s'est passé en mars avec cette obligation au confinement a amplifié les fractures générationnelles. Alors, d'un côté de façon négative et de l'autre de façon positive.
tout d'un coup, on se retrouve avec des plus jeunes qui c'était eux qui étaient le plus sur ouais, il faut être moderne, il faut être cool, on va bosser de chez nous, on est un peu comme des indépendants, on est libre, on s'organise comme on veut. Enfin, il y avait cette approche-là. Et puis des boomers qui étaient plutôt, ou des plus âgés, qui étaient plutôt sur il faut des repères, il faut des structures, il faut du présentiel, il faut quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on va préserver. Et tout d'un coup, on se retrouve avec les plus jeunes qui ont très envie, qui ont énormément besoin de se retrouver avec du physique, et notamment avec des vrais espaces de travail et un bien-être au travail dans un endroit géographiquement localisé et symbolisé. Et puis des plus âgés qui ont été obligés d'apprivoiser les outils technologiques un peu à marche forcée, de se les faire, vraiment de se les faire siens, et qui, eux, sont plutôt sur un nouveau bien-être, en disant mais maintenant moi je veux donner du sens à ma vie, je veux aussi un nouvel équilibre, je veux du temps pour moi, je veux une nouvelle relation à la hiérarchie. Donc voilà, donc ça questionne énormément sur ce bien-être physique et psychologique, et aussi générationnel. Et un autre petit détail aussi, on travaille beaucoup pour des clients qui peuvent être nord-américains, qui peuvent être européens, Europe du Nord, Europe du Sud, et je travaille beaucoup avec des gens dans l'univers du monde du travail, notamment en Corée. On n'a absolument pas les mêmes points de vue. Donc, il y a des géolocalisations aussi, des réflexions sur le bien-être au travail qui n'est pas perçu, vécu et appliqué et projeté dans les années futures de la même façon sur ces zones géographiques. Très bien. Mais merci pour ces précisions et cette vision un peu à l'international. Odile, est-ce que tu veux aussi revenir sur qu'est-ce qu'on a appris sur le télétravail? Il y a plusieurs aspects dans la mise en place de ce télétravail forcé. Je pense que certaines personnes ont apprécié ont apprécié certains aspects, le fait effectivement de ne plus prendre les transports, de ne plus être stressé, enfin, voilà, donc ça c'est vrai que c'est du positif. En revanche, effectivement, parallèlement, on a bien vu, et donc Vincent le disait pour les jeunes, mais c'est aussi valable pour les moins jeunes, qu'il y avait quand même un sentiment d'isolement, puis surtout un sentiment de ne plus faire corps avec cette communauté, parce qu'une entreprise, c'est une communauté qui développe des valeurs, c'est une culture, et c'est vrai qu'à être comme ça, isolé, seul chez soi, et c'est même les réunions de créativité en ligne n'ont pas réussi à finalement satisfaire les gens. Donc oui, il y a eu des aspects très positifs dans le télétravail. Et encore, pour certains métiers, parce que là aussi, il faut raisonner métier, ça dépend du métier que vous faites. Plus vous êtes autonome, alors plus vous êtes boomer, comme disait Vincent, boomer, cadre, sans encadrement, très autonome et expert, et plus vous êtes ravi d'avoir télétravaillé. Donc, faut faire aussi attention à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il faut nuancer. Donc, il y a eu des aspects très positifs, il y a des aspects qui le sont moins. Et puis aussi, je reviens à ce que disait Vincent, beaucoup de gens adorent venir au bureau, parce que les bureaux, d'une façon générale, bien sûr, pas encore dans toutes les entreprises, mais ça va venir, sont magnifiques, sont stimulants, sont agréables, sont aménagés comme à la maison pour certains espaces. Et puis surtout, il y a des services, il y a plein de services dans certains bureaux. Donc, les gens, voilà. Et encore une fois, je reprends simplement un chiffre. Quand on demande aux gens dans notre enquête, qu'est-ce qui pour vous contribue le plus à la qualité de vie au travail, ce sont les relations avec les collègues. Donc voilà, voilà, il y a des choses bien, puis il y a des choses moins bien, mais donc il va falloir équilibrer demain. On reviendra là-dessus effectivement sur comment est-ce qu'on peut les penser en hybride. Merci beaucoup Odile, c'était très intéressant. Et Charles, je ne sais pas si tu veux compléter ce qu'ont dit Odile et Vincent sur justement ces liens et ce besoin au-delà qui va pour toutes les générations. On voit qu'il y a une vraie question de génération et de position dans l'entreprise. Oui, effectivement, moi notamment, le lien avec le collègue me semble être un des éléments numéro un dans le télétravail, enfin qui pousse à revenir au bureau.
Peut-être en deux mots pour préciser un petit peu ce qu'on fait, parce que nous aussi, notre métier, c'est en fait de faire des enquêtes collaborateurs. Donc, en gros, chez Bloom at Work, on fait des enquêtes collaborateurs, mais on prend le parti pris d'en faire des plus courtes, donc des enquêtes de 2 minutes, mais plus fréquentes. Et c'est typiquement ce qui nous a permis, pendant cette année 2021, enfin 2020, d'avoir plein de points de référence. Et notamment de voir comment évoluer en direct un petit peu le moral des troupes pendant la première crise et puis la deuxième. Et en fait, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Il y a des retours globalement positifs, mais ce n'est pas la panacée pour le télétravail. Peut-être vous faire part de deux tendances que je trouve vraiment intéressantes. Lors du premier confinement, la question, c'était comment est-ce qu'on fait que les choses arrivent à être mises en place? Comment est-ce qu'on make it happen, comme disent les Américains? Et la deuxième confinement, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder l'énergie des équipes? Et c'est effectivement très complexe et pas évident. Donc, comment est-ce qu'on arrive à conserver les liens, à maintenir l'énergie et l'engagement des équipes au fil de l'eau? On a bien sûr besoin, enfin en télétravail, on a bien sûr besoin d'outils digitaux, de rituels. Et en fait, ce que je trouve de passionnant dans cette question-là, c'est que malgré voilà, toute la réflexion qu'on aura pu avoir avec les intervenants et puis même que Céline peut avoir sur cette question-là, il n'y aura pas une baguette magique et une solution qui fonctionnera pour tout le monde. C'est à chaque entreprise, en fonction de ses valeurs, de sa culture. Est-ce qu'effectivement, on est plutôt des vieux loups de mer ou des jeunes start-upers à fond? Est-ce qu'on a aussi une partie cadre, une partie même d'ouvriers? C'est en fonction de ça qu'on doit réinventer ses propres rituels d'entreprise pour aller de l'avant. Et j'insiste sur le mot rituel, parce que ce qui me semble important, ce n'est pas juste de faire une opération one-shot cosmétique pour en parler, c'est comment est-ce que j'arrive à inscrire dans le temps ces éléments-là pour qu'ils reviennent et que ça fasse partie vraiment du naturel et du régulier dans l'entreprise pour devenir un vrai donc, rituel. On reviendra effectivement, merci beaucoup, on reviendra sur ces éléments-là un peu après. Ce que je voulais d'abord voir, donc merci à tous les trois pour cette introduction qui permet de voir un peu où on en est. Et justement, ce que je voulais vous partager, c'est qu'il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un d'une direction immobilière d'une grande entreprise qui cherchait à diminuer le nombre de mètres carrés. Enfin, ou en tout cas, une des questions a été une diminution des mètres carrés. C'est une question qu'on a régulièrement autour de Respace. Est-ce qu'il faut le diminuer? Comment? Enfin, ces questions-là. Et qui me disait, mais en fait, un des challenges pour nous, ça va être de faire que tout le monde ne revienne pas non plus au bureau, qu'il y ait finalement, on a eu l'impression, au premier confinement, on se disait, tout le monde, le bureau est mort. Puis finalement, un petit retour de, ah, mais si finalement tout le monde a envie de revenir au bureau, en fait, ce n'est pas ce qu'on a prévu. Et puis, ça ne rentre pas non plus dans quelque chose qui nous paraît être, il faut revenir sur comme avant. Et donc ça, c'est quelque chose que justement, je voulais interroger avec vous au cours du temps qui nous reste, parce que c'est ça, comment est-ce qu'on fait pour, à distance, faire vivre cette expérience, recréer ces rituels, créer ces liens, pour que, en fait, qu'on soit à distance ou en présentiel, on ait quelque chose qui soit quand même le plus homogène et qui permette de choisir son bureau, non pas parce que ma chaise est agréable au bureau et chez moi, j'ai mal au dos, ou parce que sinon, je ne fais pas partie de l'entreprise si je suis à distance. Comment est-ce qu'on peut faire toutes ces choses-là à distance? Ce que je vous proposais, c'est d'abord rentrer justement dans cette question de l'ameublement, ou en tout cas, comment est-ce qu'on réfléchit au mobilier dans un premier temps, et on reviendra sur ces parties de rituels en deuxième temps. Ça va? Tant mieux. Merci Charles. Sur les questions de l'ameublement, du mobilier, les entreprises ont beaucoup investi dans leur cadre de travail, dans réfléchir à des bureaux qui soient agréables, dans du mobilier, des chaises qui soient confortables, ergonomiques. Et du coup, là-dessus, Odile, justement, quels sont les enjeux autour du mobilier? Parce que c'est vraiment avec ces personnes, avec l'ameublement que toi tu es en relation. Et derrière, comment est-ce que les entreprises répondent à ces nouveaux besoins de comment faire pour que les collaborateurs chez eux ou à distance soient aussi dans des environnements qui soient agréables pour travailler? Alors déjà, je veux apporter une petite précision à ce que disait Charles. Je suis bien sûr tout à fait d'accord, c'est les relations humaines qui sont d'abord le premier moteur dans une vie d'entreprise, dans cette espèce de communauté, mais l'espace, l'aménagement, c'est pas simplement une question de beauté. Vous le disiez d'ailleurs très bien, Charles.
les gens, enfin, il faut faire en sorte qu'ils soient bien pour qu'ils puissent être performants, qu'ils puissent être productifs. Et je pense que l'aménagement et le mobilier participent de ça. Bien sûr, ce n'est qu'un des aspects, mais c'est un aspect important. Voilà. Alors effectivement, je le disais, dans l'entreprise maintenant, enfin dans beaucoup d'entreprises, c'est waouh, c'est comme à la maison, comme à l'hôtel. Bon, malheureusement, chez soi, c'est pas encore le cas. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée au travail. Et donc, la plupart du temps, quand les gens vont travailler chez eux, ils vont travailler dans la pièce principale, voire dans une chambre. Alors, effectivement, selon l'exiguïté du logement, comment faire pour aménager ce poste? Est-ce qu'il faut faire un poste aménagé ou est-ce qu'il faut utiliser la table de cuisine pour travailler? Pourquoi pas? Mais alors, si on est sur la table de cuisine, il faut le siège qui va bien avec. Alors, il y a un aspect d'abord ergonomique, parce que enfin, un siège de bureau, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on puisse travailler le plus longtemps possible sans avoir mal au dos, en faisant en sorte que la circulation sanguine, voilà, soit facilitée, que votre appui lombaire, voilà, qui est un appui différencié du bas, du haut, enfin, je veux dire, tout ça est très scientifique et très étudié, et c'est vraiment, voilà, pour faire en sorte que les gens se sentent bien. Donc, chez soi, c'est pas évident de proposer à quelqu'un d'amener un siège de bureau avec des roulettes et le siège ergonomique a tendance à être assez imposant. Pourquoi? Parce qu'il y a justement tous ces mécanismes très sophistiqués qui vont faire en sorte que vous allez être bien assis, qui fait que ça prend de la place. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de quel siège pour travailler à la maison. Voilà, bon, ça c'est un jeu. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est important. Là où nous, on est ravis parce qu'on a vu que dans le dernier accord sur le télétravail, effectivement, maintenant, on parle très clairement de la prise en charge des frais engendrés par le travail à la maison de salariés. Donc, ça va pouvoir être pris en charge. Alors là, il y a plein de pistes. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises qui mettent à disposition du mobilier, soit en achat, soit en location à leurs salariés. Voilà, donc il faut là aussi, il y a une réflexion sur le marché, à savoir, voilà, est-ce que c'est pas inintéressant que l'entreprise mette à disposition, enfin propose un catalogue avec du choix à son salarié pour pouvoir effectivement avoir le bon, enfin je parle du siège, mais la table aussi est importante, hein, c'est le poste dans son ensemble qui est important. Voilà, donc il y a encore beaucoup, il y a un modèle économique peut-être à inventer pour pouvoir apporter ce confort, cette ergonomie à celui qui va travailler chez lui. Et je crois d'ailleurs, merci Odile, je crois d'ailleurs que vous avez aussi des actions de lobbying sur ces sujets-là Oui, au sein bah oui, d'Actineo justement, pour pousser. enfin, de lobbying, on veut simplement faire passer le message que si on veut effectivement que le salarié puisse être performant, qu'il n'ait pas de problème de dos, vous parliez des problèmes de dos ou des TMS, effectivement, il faut qu'il soit bien installé aussi chez soi. Et puis chez lui, il faut aussi qu'il se lève. Vous savez que c'est drôle parce que dans les entreprises, on a tellement fait passer le message aux gens qu'il fallait qu'ils se lèvent toutes les heures, qu'ils ne restent pas assis, qu'ils le font, alors que chez eux, ils ne le font pas. Ils sont… les voilà. réunions étant derrière nos ordinateurs, on a moins besoin de se lever que pour aller en salle de réunion. C'est sûr. Merci beaucoup, Odile. Et Vincent, ouais, il n'y a pas que les problèmes de dos, hein. Il y a les problèmes de vue, avoir la bonne lumière, devant des écrans, on a tous les yeux qui sont complètement pétés maintenant. Donc, ça va poser des tonnes de problèmes. Il n'y a pas que le dos, le bas du dos, le haut du dos, les lombaires et les épaules, hein. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qu'on va voir émerger. Et un des points deux choses. D'abord, on était dans une évolution du comme à la maison au bureau. Et est-ce qu'on va être comme au bureau à la maison? Et est-ce qu'on a forcément justement, quelles sont les tendances que tu vois? Est-ce qu'on a forcément avoir le siège de bureau à roulette dans son appartement? Et c'est un point qui me paraît important, effectivement, au sens où, comme tu le disais tout à l'heure, les jeunes sont peut-être les moins bien installés parce qu'avec des appartements aussi moins grands et ces choses-là. Et du coup, eux qui voulaient faire ce télétravail, qui trouvaient que c'était un équilibre qu'ils voulaient avoir, finalement risquent de peut-être pas le faire parce qu'ils manquent cet aménagement. Qu'est-ce que tu vois émerger dans ce sens-là? Est-ce que tu vois des réflexions d'entreprise autour de ces sujets d'aménagement des espaces?
Bah, moi, je suis un peu gêné par le comme à la maison. C'est-à-dire un hôtel où on est comme à la maison. Bah, il n'y a pas de raison d'aller à l'hôtel si on est comme à la maison, si on est comme chez soi. On a envie d'un truc en mieux, en plus incroyable, en plus merveilleux. Là, tu disais tout à l'heure que il y a pas mal d'investisseurs immobiliers dans l'univers du bureau qui réduisaient les espaces. C'est la grosse erreur. Au contraire, c'est exactement la même réflexion dans le retail physique. Le digital prend une grosse importance. Bah, si on continue du retail physique à continuer à s'ennuyer dans des boutiques, bah, on va dans le mur. Bah, c'est pareil pour les espaces de bureau. Si on continue à avoir des espaces rationalisés, esthétisés, mais voilà, où on tire tout au cordeau, si on s'ennuie, bah, ça ne va pas donner envie de bien bosser et de recréer justement ce lien. Donc, au contraire, c'est la posture exactement inverse. C'est-à-dire qu'il faut recréer du merveilleux, des bureaux comme des parcs d'attractions, où on ait envie de bouger pour rencontrer du monde, pour se challenger, pour se dépasser, pour s'émerveiller. On adore ou on déteste. Nous, on a beaucoup de clients, et notamment des clients asiatiques, qui retravaillent de plus en plus les espaces de réunion et plus les espaces individuels avec son bureau, sa chaise, son petit bloc en dessous, facilement utilisable. Justement, des réunions où on va pouvoir s'isoler tout seul, faire des réunions avec euh, des accessoires digitaux, mais des réunions à 2, à 10, à 20, à 30, pour pouvoir faire la fête. Comment remettre des sujets sur l'animal de compagnie, par exemple. En fait, il y a un des gros trucs avec ce Covid, c'est la peur de perdre ses sens. Et de la peur de perdre le goût, l'odorat, mais aussi le toucher, mais aussi les repères géographiques, perdre un sixième, septième sens que peut être justement l'émulation que créent des collègues. Alors on les adore, on les déteste, voilà, c'est au centre d'enjeux stratégiques, mais en même temps, on aime bien, au final, on aime bien ça. Donc, il ne faut surtout pas recréer un truc comme à la maison. Il faut recréer des trucs complètement youpla boom. Et je disais le sujet de l'animal de compagnie qui réamène du bien-être, la ronron-thérapie d'un chat dans les bureaux. Ça fait un bien fou et ça donne envie justement de sortir de chez soi pour revenir dans un nouvel espace de travail complètement réenchanté. Et c'est pareil à la maison. Si c'est pour avoir un box face à un mur avec une chaise par défaut, une table avec des espèces de codes, un besoin de recréer du magique. D'ailleurs, on l'a observé souvent. Les citoyens, on va les appeler comme ça, recréent chez eux. Au premier confinement, ça a été très fort, et au deuxième, ça s'amplifie. Des petits hôtels du souvenir, des espèces de petites boîtes, des étagères, des petites consoles, un endroit où ils vont mettre en scène des émotions, des souvenirs de voyage, des trucs du boulot, des petites choses pour matérialiser ce côté très, très affectif. Donc, au C'est un contraire, point qui est intéressant là-dessus, recréer des éléments de l'entreprise. décorative et moins technique. Oui, la technique, l'ergonomie, c'est une base, mais il y a tout un travail à faire sur la scénographie, le spectacle, la mise en scène et raconter des histoires à la maison et surtout ce qui restera du bureau, quoi. C'est un point que je trouve très intéressant. Merci, Vincent d'avoir aussi fait le lien avec, effectivement, c'est pas la mort du bureau, il faut le repenser. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup, il faut Il faut le faire connaître. En ce moment, on est dans une phase de résistance. On prend tout dans la figure. 2021, c'est résilience. On va penser nos plaies, on va compter nos morts, on va régler nos comptes. Voilà, le vaccin va un peu améliorer les choses. Et 2022, quand on y verra un peu plus clair, on sera en mode un peu plus verre à moitié plein que verre à moitié vide. C'est plutôt la renaissance. Donc, certains ont parlé de récréation, de réinvention, voilà. Mais c'est maintenant que se dessine 22. Donc, il va falloir faire encore mieux, encore plus fort, encore plus incroyable, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Merci beaucoup. Merci Vincent. Et Charles, je voudrais te donner la parole sur justement le créer des liens.
Est-ce que c'est par le bureau ou comment recréer? Tu parlais tout à l'heure de rituels. Des rituels, on voit bien qu'il y a télétravail. Là, on parle de télétravail à la maison. Il y a le télétravail dans les tiers-lieux, plus en plus ceux qui seront dans les bureaux. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ces rituels d'entreprise, recréer ces liens d'entreprise? Ouais. Bah d'abord, il y a peut-être une méthode avant de dire comment, enfin ce qu'on fait, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de cas de figure possibles et tellement de cultures différentes qu'il n'y a pas une méthode qui marche à tous les coups. Enfin, une solution qui marche à tous les coups. Par contre, en termes de méthode pour trouver ces solutions, moi, il y a peut-être un mot que je pourrais mettre en avant, c'est la transversalité. En tout cas, la notion de dire, on ne va pas juste penser à ça entre trois personnes et puis on va dire, voilà ce qu'on va mettre en place pour créer du lien et puis on espère que les équipes vont apprécier. Je pense que c'est intéressant que les équipes puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, et éventuellement être impliquées dans la réalisation de ces rituels-là et de se dire comment on peut créer du lien. Maintenant, si on essaie de faire des grandes catégories, il peut y avoir des façons de créer du lien de manière digitale, de manière physique, et puis un peu entre les deux. Enfin, en physique, c'est tout ce qui reste classique. Le digital, c'est assez intéressant. On a de plus en plus d'entreprises qui font des choses un petit peu à distance intéressantes. Alors, ça peut être soit en disant, voilà, toutes les semaines, on se prend une heure, on se prend juste un café virtuel ensemble. Ça peut être des choses aussi simples que ça. On a de plus en plus d'entreprises qui font même des jeux ensemble. Alors, pendant le confinement, on se sont développés, on pullé toutes sortes de jeux, du Pictionary en ligne au jeu le loup-garou, pour ceux qui connaissent, Among Us, etc., en ligne. Et c'est des façons de créer vraiment du lien entre collègues à distance, avec chaque fois un collègue différent qui propose son jeu, de telle sorte qu'on partage un petit peu les goûts. Et puis, un autre point que j'ai apprécié, mais là, pour le coup, qui mêle un petit peu les deux, on a une entreprise qui avait l'habitude aussi de faire son dîner de fin d'année de Noël. Là, elle n'a pas pu le faire. Donc, ce qu'elle s'est dit, elle me dit, bah, en fait, je vais faire livrer le même repas à tous mes collaborateurs en même temps. On va tous se connecter sur la visio et donc on pourra partager le même repas en se voyant. Voilà, donc c'était une façon un petit peu de réinventer cet élément-là. Donc, ce n'est pas juste du copier-coller physique et digital, c'est une sorte d'hybridation qui est importante. Après, là, on est vraiment sur les rituels et sur comment est-ce qu'on arrive à créer ces moments d'échange. Il y a un autre aspect qui est de dire comment est-ce qu'on arrive à créer l'informel. Parce que le vrai problème avec le télétravail, c'est qu'on devient des machines. C'est-à-dire on saute de conférence en conférence, on a un emploi du temps qui est très cadré. Comment est-ce qu'on arrive à recréer l'effet machine à café? Mmh. Ça, c'est pas évident pour le coup d'arriver à mettre ça en place. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a quand même quelques outils informatiques et digitaux qui permettent de créer des cadres de discussion informels. Pour ceux qui sont familiers, par exemple, avec la messagerie interne Slack, eh bien, en créant une thématique de discussion, un channel, comme on dit, dédié à l'aléatoire, au bavardage, eh ben, vous pouvez créer ces éléments sur le type oh, « tu as vu le président, il a eu le Covid, machin, machin », et puis créer ces éléments-là, et puis il contribue et il répond qui veut. Donc, ça peut avoir un intérêt. Il y a même des outils, alors qui sont un peu plus Big Brother, mais bon, chacun ses goûts dans la vie, qui permettent d'avoir une sorte de petit, d'avoir pas une visioconférence, on va dire, en continu, mais une veille sonore en continu. C'est-à-dire que vous pouvez être seul à travailler chez vous, il n'y a pas la caméra qui vous filme, mais par contre, on vous entend. Et donc, vous pouvez siffloter, la personne de votre collègue qui sera connectée vous entendra siffloter. Et donc, au lieu de lui écrire un message pour dire, au fait, est-ce que tu peux me passer ce document? Bah, vous pouvez lui dire, et vous pouvez dire, tiens, en fait, Céline, est-ce que tu peux me passer ce document? Et donc, vous recréez ce lien audio avec vos collègues plutôt que de passer par un mail qui est un peu plus anonyme. Donc, il y a vraiment plein d'outils numériques qui permettent de mettre ça en place. Et puis, peut-être le dernier point que je conseillerais aussi, c'est les challenges et les concours qui peuvent permettre aussi de créer une émulation, parce qu'une fois qu'on lance l'initiative, la question, c'est est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont adhérer? La notion de concours peut être intéressant. Vous pouvez dire, on va faire l'équipe qui va poster la photo la plus rigolote. On va faire un élément où chacun va devoir prendre soin d'un autre collègue et donc celui qui aura fait la chose la plus géniale pour prendre soin d'un collègue à distance aura gagné. Et donc cette notion d'avoir quelque chose qui soit un peu interactif et voire limite compétitif peut aussi renforcer ce lien et cette culture à distance. Très bien. Mais merci beaucoup pour tous ces petits tips et ces idées. Je ne sais pas si Odile ou Vincent, vous voudriez rebondir sur certains de ces éléments? Moi, je confirme, hein, le jeu, c'est un moyen d'apprivoiser justement ces liens et de les recréer d'une autre façon. Très bien.
Très bien. Un dernier point que je voulais aborder, c'était les questions où on met le poids du corps pour les entreprises, de réinvestir ou d'où investir le poids sur la qualité de vie au travail demain dans les espaces, dans les services mis à disposition à distance. Est-ce que, enfin voilà, dans cette crise, où va-t-on mettre le budget pour une amélioration de la qualité de vie des travailleurs? Déjà, comme disait Vincent, effectivement, tant qu'à venir au bureau, il faut que ce soit une belle expérience. Donc là, je suis d'accord. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, enfin, ce que on a tous lu, la fin des bureaux, etc., je n'y crois absolument pas parce que le bureau va rester le port d'attache, le hub, l'endroit où, effectivement, comme dit Vincent, il va falloir vivre quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je pense que les entreprises, certaines, bien sûr, vont réduire leur mètre carré, celles qui sont en grande difficulté économique, ça va de soi, mais celles qui ont la chance de ne pas être autant touchées vont au contraire réinvestir dans les espaces pour que justement les salariés aient envie de revenir, aient envie de travailler. Et on va complètement repenser les espaces. Je pense qu'on va dédensifier, c'est pas très joli, on va avoir des espaces généreux, de la place, des espaces généreux et effectivement beaucoup plus d'espaces dédiés à la créativité, à la réunion, aux espaces informels, etc. Enfin bref, au collectif, puisque quand les gens viendront dans l'entreprise, ça sera bien pour bosser ensemble. Peut-être qu'il y aura moins de postes de travail, puisque si je dois faire un travail individuel où je n'ai pas besoin des autres, je peux le faire ou chez moi ou dans un tiers-lieu. Mais quand je viens dans l'entreprise, c'est vraiment pour échanger, pour partager, pour etc. Donc oui, il y aura de l'investissement dans le réaménagement des espaces qui vont être complètement différents, avec des plus grandes salles de réunion. Oh, j'espère qu'on va arrêter avec les cabines téléphoniques parce que voilà, il faut de la générosité, de l'espace, de la place, etc. Et puis investir, bien sûr qu'il faut investir pour ceux qui ont envie de travailler chez eux. Oui, ça c'est incontournable. Et je lisais les chats. Oui, pardon, moi je parle beaucoup du siège, mais vous avez raison. Il y a la lumière qui est importante, il y a le rangement, la place. Et éventuellement le bureau réglable en hauteur. Mais enfin, vous savez, déjà, il n'y en a pas beaucoup en France. Enfin, ça commence, enfin, je veux dire, dans les entreprises, on commence enfin à avoir des bureaux réglables en hauteur. Je ne sais pas quand on verra ça chez le citoyen, mais chez soi. Mais oui, alors après, euh, on peut aussi travailler ailleurs que chez soi. Enfin, on en parlera peut-être à la fin, parce que je crois que tu avais prévu qu'on parle des tiers-lieux, parce que d'où l'importance d'avoir peut-être des tiers-lieux pas trop loin de là où habitent les gens, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions d'ergonomie, etc. Peut-être qu'on peut juste, effectivement, parce que je vois l'heure qui tourne très rapidement justement sur ces autres lieux. On a parlé de la maison, on a parlé du bureau, et il y a aussi tout ce qui est intermédiaire, les bureaux de voisinage ou les intermédiaires. Est-ce que Odile, tu veux en dire deux mots Ben, assez rapidement pour qu'on puisse oui, rapidement, vous donner quelques questions des participants? pour moi, ça peut être justement une belle alternative au travail à la maison. Pour X raisons, il y a plein de gens qui ne veulent pas travailler à la maison ou qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les conditions pour le faire ou qui ont envie justement de sortir pour voir du monde. En revanche, ils sont bien d'accord que ça n'a peut-être plus de sens d'aller tous les jours, de prendre tous les jours son RER pendant 1 heure et 1 heure et demie pour aller à son siège social. Donc, quelques jours par semaine, ils se disent, bah, pourquoi pas travailler effectivement près de chez moi, parce qu'au moins je verrai quand même du monde, c'est pas les équipes de ma boîte, mais c'est d'autres personnes, et j'aurai surtout des conditions là du coup très ergonomiques, très confortables pour travailler. Donc moi je crois beaucoup à ces espaces, c'est ce que j'appelle les bureaux de voisinage, parce que malheureusement les espaces de coworking ils sont plutôt dans les centres-villes, et je pense qu'il y aurait des nouveaux modèles économiques qui sont pas simples à construire, d'avoir des bureaux là où habitent les gens, en banlieue et en grande banlieue. Et d'ailleurs peut-être que l'hôtel aura un rôle à jouer là-dessus parce que avec la grave crise que connaissent ces hôtels, certains hôtels se demandent s'ils ne pourraient pas aussi accueillir des télétravailleurs. Et il y a une très belle couverture territoriale de l'hôtellerie qui est absolument partout, y compris dans la grande banlieue. Je vous propose de passer aux questions des participants pour être sûr de pouvoir leur répondre. Et on reviendra sur différents sujets. Peut-être, Odile, il y a un point qui revient souvent, c'est quel est le cadre légal pour la prise en charge du mobilier de travail des employés à son domicile? Alors, C'est très pratique.
Non, non, mais le dernier accord, effectivement, alors je donne les références, hein, c'est le fameux accord national interprofessionnel, ce qu'on appelle un ANI du 26 novembre, qui effectivement fixe un cadre pour la mise en œuvre du télétravail. Et là, très clairement, il y a un article qui parle de la prise en charge des frais professionnels. Donc, clairement, effectivement, on encourage les entreprises on les incite à prendre en charge les frais professionnels, et on parle même d'une allocation forfaitaire versée. Moi, sincèrement, effectivement, je voyais dans un chat, on disait plutôt que de donner de l'argent, moi, je suis bien d'accord aussi parce qu'on ne sait pas où les gens vont acheter leur mobilier. Donc, je préfère là qu'il y ait un meilleur accompagnement. Mais effectivement, c'est là où il y a… après, on renvoie effectivement aux accords d'entreprise ou au dialogue social. Mais dans toutes les entreprises, effectivement, il va y avoir un dialogue social assez riche maintenant pour voir ce qu'on va prendre en charge, comment on le prend en charge, jusqu'où va l'entreprise pour offrir cet équipement. Mais effectivement, l'accord sur le télétravail est très clair, beaucoup plus clair que le précédent sur la prise en charge des frais professionnels. Ça ouvre une porte et ouvre à la discussion en tout cas. Oui. Merci beaucoup, merci Odile. Une question pour toi, Charles, que je trouve assez intéressante, c'est comment parler de la qualité de vie au travail pour les entreprises industrielles. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes déjà penché? C'est un sujet, effectivement, on n'est pas tous dans nos entreprises digitales. Comment faire pour la qualité de vie au travail industriel? Tous les travailleurs sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres sur le sujet de la QVT. Oui, effectivement, c'est des besoins très différents. Il y a quand même quelques principes qui restent, selon moi, fondateurs. Par exemple, l'idée de pouvoir juste écouter ses collaborateurs et de croire dans le principe simple que plus de QVT égale aussi une meilleure santé pour l'entreprise, c'est un point qui est important. Par contre, juste dans peut-être la pyramide dont je parlais tout à l'heure, il y a peut-être plus la base qui a à consolider, notamment avec tout ce qui est partie santé et risque. Il y a des risques d'accident en entrant en usine qui peuvent être importants, qu'il ne faut pas négliger. Des risques de santé, de troubles musculo-squelettiques, excusez-moi, qui sont importants, qui sont effectivement des risques un peu moins forts que… En général, il n'y a pas beaucoup de burn-out, on va dire, dans une entreprise pour un ouvrier. Donc, c'est effectivement des éléments un petit peu différents. Mais néanmoins, la notion de donner la parole, de valoriser la prise d'initiative, tous ces éléments-là sont des choses qu'on peut retrouver aussi bien dans une entreprise industrielle que dans une entreprise de cadre de la défense. Donc, c'est plutôt dans les thématiques abordées qu'on va être un peu plus effectivement sur de la santé autre. Mais par contre, il y aura des points qui vont être importants, je pense, sur la méthode, qui vont rester des choses similaires au fil du temps. Donc, la méthode dont tu parlais, de donner aux travailleurs, aux collaborateurs, l'initiative pour avoir des idées. Ouais. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être, que je trouve assez intéressante parce qu'on se l'est posée aussi juste avant, c'est comment bien accueillir et intégrer les nouveaux collaborateurs en télétravail. Alors, je suis désolée, c'est peut-être encore Charles qui peut y répondre, sauf si Vincent et Odile, vous voulez compléter ensuite, parce que c'est un des éléments importants du bien-être, c'est comment est-ce qu'on est accueilli aussi. Et en télétravail, comment est-ce qu'on peut l'imaginer et qu'est-ce qui est possible? Et je vous confirme, nous, on a en l'occurrence, on a eu ça, on a accueilli des collaborateurs en ligne. Déjà, il y a quand même des bonnes pratiques pour l'accueil d'un collaborateur qu'il faut garder. C'est-à-dire le fait juste d'avoir une to-do claire, d'arriver à le faire rencontrer des différents collaborateurs, c'est un point important. Donc, arriver à planifier, par exemple, des temps d'échange avec ses collègues, ne serait-ce que pour apprendre à les connaître, comprendre quelles sont leurs fonctions, c'est quelque chose que vous fassiez en physique ou que vous fassiez en télétravail. Donc, en digital, c'est un peu moins sympathique, effectivement, en télétravail, mais il faut le garder et il faut le faire. Et justement, je pense que le risque principal dans cet onboarding, c'est de se limiter. C'est de se dire, ah, mais ça va être moins sympa si. Effectivement, ça va être moins sympa de faire un pot à distance pour accueillir le collaborateur. Mais si on n'en fait pas du tout, c'est encore moins sympa. Donc, il ne faut pas se brider et quand même accepter le fait que un bon onboarding, c'est effectivement, ça garde, on va dire, beaucoup des fondamentaux de l'onboarding physique. Mais par contre, derrière, il faut effectivement les adapter. Il y a quand même, et là j'espère qu'on va arriver sur une phase un peu plus hybride dans laquelle le télétravail ne sera pas l'unique solution. Enfin, en 2021, il y aura sans doute une phase d'adaptation. Et donc, un point important, c'est aussi d'arriver à événementialiser les passages au bureau.
on revient ici sur une thématique centrale qui est on ne va pas au locaux juste pour faire la même chose qu'au bureau, enfin chez nous, mais avec des collègues autour. L'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer l'événement, comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose d'un peu spécial. Et donc, typiquement, arriver à créer ces moments d'échange, arriver à avoir un temps un petit peu waouh quand le collaborateur qui vient d'arriver est au bureau, serait important. Et puis ne pas hésiter même à faire des surprises. C'est-à-dire que si le collaborateur est arrivé, je ne sais pas moi, en pleine deuxième déconfinement mi-novembre, et tant pis si on lui fait la surprise et cet événement un peu waouh qu'en février, il s'y attendra pas et ce sera encore mieux. Un appel à la créativité aussi dans les idées et en trouvant le petit fun. C'est un élément dont on parlait avec Vincent tout à l'heure. Il faut créer du fun, de la magie dans les différentes interactions. Odile, Vincent, est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaiteriez rajouter à ce que vient de partager Charles? Je dirais que c'est super important de s'occuper de la jeune génération. Elle est vraiment en ce moment très, très angoissée. Elle doute terriblement. Elle a besoin d'accompagnement. Elle a besoin d'affection et de preuves d'affection, justement parce que c'est un mauvais démarrage, un démarrage dans des conditions un peu flippantes comme on vit en ce moment, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes dans les années futures, quoi. Donc, comment les réconcilier, déjà qu'il y avait certains points de désaccord avec l'esprit d'entreprise ou le monde du travail, où ils ne le voyaient pas de la même façon. Donc, il y a besoin vraiment de recréer du lien, quoi. C'est quelque chose de très stratégique. Et leur niveau d'attente n'est pas du tout le même. Je reviens sur mon obsession là, des rapports entre les générations, qui ne sont pas des fractures, hein, qui sont c'est de l'eau et de l'huile. Il faut s'apprivoiser. Mais voilà, il y a vraiment besoin de remettre de l'humain, de remettre de l'affectif, de remettre de l'attention, de la bienveillance, et vraiment faire attention à la relève, quoi. Sans sacrifier les plus anciens qui se disent maintenant je ne suis plus dans le game. Parce qu'on le voit, il y a plein de boîtes aussi qui disent il faut faire du télétravail parce que c'est Jones, parce que c'est moderne, pour être dans le coup, et qui vont mal le faire. Donc vraiment, il faut s'attacher il faut vraiment s'intéresser à la jeune génération. Vraie notion du care qu'on voit beaucoup à faire revenir. Odile? Oui, j'ajouterais ça. Effectivement, on l'a bien vu que c'est les jeunes générations qui ont le plus souffert du confinement et du télétravail forcé. Ce qui serait intéressant, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, nous allons mener une enquête internationale en janvier avec Maison et Objets Work, où on va interroger des gens qui travaillent au bureau dans 5 grandes métropoles, hein, Paris, Londres, Amsterdam, San Francisco et Singapour. Et ça sera intéressant, effectivement, à la lumière de cette année exceptionnelle, de voir comment ça s'est passé dans les autres pays. Tout à l'heure, c'était Vincent qui évoquait déjà une analyse sur ce sujet. Donc, on aura vraiment des éléments très frais puisque l'enquête terrain va être faite en janvier, et on pourra voir aussi si ces éléments générationnels ont été également vécus dans les autres pays de la même manière qu'en France. Oui. On a hâte de lire. Du coup, ça sera pour avril, les résultats pour sont... avril. Donc, de toute façon, nous vous partagerons tout ça sur le LinkedIn. Peut-être une dernière question avant de conclure notre échange. Comment créer une charte du télétravail incluant des moments de déconnexion, de déconnexion? C'est un point qui est important pour ceux qui sont en télétravail. Et les jours, il y aura peut-être des jours au bureau et des jours en télétravail. Comment s'assurer que ces jours en télétravail ne deviennent pas des jours sans fin? Comment créer cette charte? Quelles idées avoir en tête? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une loi, hein, une loi, c'était la loi dite El Khomri, hein, qui effectivement a géré le droit à la déconnexion. Et d'ailleurs, nous, on a vu la mesure de cette enquête, puisque dans notre dernier... Autant dans les enquêtes précédentes, on sentait il commençait à y avoir une souffrance de ce trop de connexion et que les gens commençaient à être un peu addicts. Et on a vu très nettement dans l'enquête 2019 que ce sujet de la connexion était moins fort qu'avant. Donc, je pense qu'il y a eu un effet positif de la loi et qui a fait en sorte que les entreprises toutes ont pris des mesures pour effectivement gérer cette connexion. Et je ne sais pas si, Charles, tu veux rebondir dessus sur comment la créer
Et je rajoute une question que je viens de voir aussi sur est-ce que ça signe, aussi la fin des horaires cadrés? En fait, est-ce qu'on va sur l'horaire, la déconnexion? Alors, c'est assez large. Et est-ce que du coup, on vient vers plus de flexibilité? Est-ce qu'on est obligé de faire du 9h-19h ou est-ce que du coup, ça appelle à plus de flexibilité dans tout ça? Est-ce que tu as des éléments dessus? Je sais que la question est large. Ah ouais, non, mais la question, mais surtout, elle est essentielle et c'est un vrai phénomène. La séparation vie pro, vie perso, elle a quand même pris un coup avec le télétravail. Parce qu'effectivement, on prend des pauses déj un peu plus courtes et puis on se dit en fait, bah, je vais faire raccourcir ma pause déj pour aller chercher mon fils à l'école ou je raccourcis ma pause déj pour pouvoir terminer plus tôt. Mais en fait, je continue un petit peu, puis j'ai pas cette rupture physique qu'est le trajet. Donc j'oublie un petit peu. Donc concrètement, les lignes étaient parfois un peu floues avant, elles le sont encore plus maintenant. Donc c'est un vrai apprentissage. Je pense qu'il faut aussi qu'on garde en tête qu'on est au début de ce processus-là pour de nombreuses personnes. Le télétravail, ça ne fait que commencer. Et comme de nombreuses pratiques, bah, c'est une pratique qui s'apprend. Et donc, cette ligne floue, elle comporte des risques. Elle comporte notamment des risques d'arriver à avoir du mal à déconnecter. Et donc, il est important de les garder dans le temps. Il y a des outils qui permettent notamment de se couper des emails, de ne plus recevoir d'emails passé une certaine heure, donc d'être un peu chaperché. D'un côté, il faut aussi avouer que ça a des opportunités, notamment peut-être plus de flexibilité. Donc, c'est à la fois quelque chose qui s'apprend. Il y a des formations qui permettent de bien télétravailler. Il y a aussi des formations pour les managers pour apprendre à bien manager en télétravail. Et donc, il faut effectivement arriver à apprendre de ces éléments-là. Ce n'est pas évident. À nouveau, et je n'ai pas envie de faire le parangon des discussions internes, etc. Mais ces règles-là pour savoir quel niveau de flexibilité on s'autorise, quand est-ce que je peux effectivement être on et off, comment est-ce que je peux couper de manière radicale ou pas, c'est des choses aussi qu'il faut voir en équipe pour que de manière individuelle, on puisse se dire, bah, effectivement, là, je peux couper ou pas. Et je pense que le top-down, pour le coup, atteindra ses limites aussi sur ce sujet. Mais, pardon, Euh, tout rapidement, simplement, il y a quand même un vrai paradoxe parce qu'on a vu que pendant le confinement, beaucoup de gens disaient finalement, je regrette le travail au bureau parce que là, au moins, il y a des horaires cadrés. Donc, il y avait cette remarque. Et en même temps, quand on fait nos enquêtes, on voit bien que les gens demandent de plus en plus de liberté pour pouvoir s'organiser dans leur temps. Ils demandent beaucoup de liberté, surtout au niveau de la semaine. Donc, bon, c'est… En tout cas, merci beaucoup. On arrive, il est 10h00. On va arrêter là. Ce que je retiens quand même de cette conversation sur comment améliorer plusieurs choses. Réinventer le bureau pour recréer de la magie. Recréer de la magie aussi et un environnement de confort, de care à l'intérieur des appartements. En tout cas, s'adapter aussi à ces intérieurs-là. L'importance fondamentale de créer du lien, de réfléchir avec créativité, avec humour, avec optimisme sur ces créations de liens qui soient physiques, à distance, et donc les réinventer, les pas prendre pour acquis comme on pouvait peut-être un peu le faire auparavant. Et un point sur lequel Charles finissait, sur le fait qu'on est dans une phase de tester, d'apprendre, et que du coup, il faut pas avoir peur de tester, de revenir, dans cette phase où finalement, personne n'a vraiment de réponse. Merci à tous, merci à tous les trois d'avoir participé, merci à tous pour vos questions dans le chat. Il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, de liens vers d'autres sujets pour creuser ces éléments-là. Et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de magie. On a vu que c'était de magie et de fun pour ces vacances, ces fêtes de Noël et de Nouvel An, en espérant vous retrouver tous en pleine forme en 2021.